Et je suis très très contente d'être parmi vous dans une nuit de l'amitié mon français. Il y a 2 ans que j'ai fait l'intervention, je crois il y a 2 ans à peu près, et j'avais fait une intervention à les stations sur le mouvement LGBT et féministe. Et mon français n'était pas si bien, mais maintenant aussi c'est pas génial. Et je suis très contente d'être parmi vous dans une nuit de l'amitié pour braver aussi ce climat de l'inquiétude, je crois. Et je pense que c'est très important de construire les ponts entre les différents espaces, de champ académique, espaces militants, etc., en discutant sur les problématiques qui nous entourent. La démocratie, aujourd'hui on va discuter plein de choses, la montée de l'extrême droite, les questions de genre, etc. Mais je dois vous dire une chose. J'ai pas discuté avant avec les amis parce que c'était très vite. Moi, je ne me vois pas dans le terme de tolérance. C'est pas à cause du français, parce qu'en turc aussi on utilise tolérance. C'est un mot international. Que signifie tolérer? Tu tolères un gosse qui crie, parce qu'il n'est pas ton égal. Les femmes, les lesbiennes, les gays, les trans, les opprimés, les grands ne veulent pas être tolérés, je crois. On veut un monde où on accepte les différences, on assume les différences et on apprend de les différences. Apprendre de les différences, c'est juste, oui. Et je crois qu'on ne peut pas mener une lutte pour les libertés en demandant la tolérance, je crois. Je vais faire une parenthèse comme ça. Et il y a multiples causes à la montée des discours de haine, des pratiques et des actions de haine. Moi, je dis, peut-être il faut discuter les causes aussi, ou la définition plus large, mais pas maintenant. Mais moi, je dis que la montée de la néofascisme, et que ou fascisme, néo, non, c'est du fascisme, mais que la France connaît bien dans son histoire. Et cela provient de différents facteurs sociaux et politiques qui sont articulés de façon complexe. Il faut discuter plusieurs choses, alors il faut continuer à discuter. On ne peut pas finir ce soir. Par exemple, la néolibéralisation de l'économie qui va en pair avec le néoconservatisme au niveau social. C'est très très important. Et c'est très mondial, ce néoconservatisme, et c'est le néofascisme ou bien le fascisme. Et il faut discuter aussi sur plusieurs effets de la reconstruction mondiale. Par exemple, la désertion des villes, des centres-villes, l'atomisation des individus, plus en général à travers les familles atomiques, familles nucléaires. Vous m'excusez. Alors, je voulais dire, surtout l'atomisation des individus qui n'ont pas le temps d'avoir des relations directes parce qu'ils habitent là, ils travaillent là, et toute la vie urbaine s'est construite de cette manière. Alors, tout le monde est inquiet, tout le monde a peur, et vraiment tout le monde devient plus en plus faible. Il faut vraiment discuter sur les causes sociologiques de cette mode de vie, je crois. Et aussi, il faut discuter sur les guerres. Moi, je crois qu'il y a on dit une époque, une 3e guerre mondiale, mais vraiment néant. Parce que les mécanismes de guerre et de façon de construire les guerres sont assez diversifiés. Et aussi, moi, je ne travaille pas sur le travail, mais comment le capitalisme a renouvelé ces mécanismes de l'exploitation, comment le travail aussi a changé, etc. Il faut discuter, je crois, sur plusieurs dimensions. Nous, c'est une petite partie. Mais je veux vous dire que maintenant, dans les institutions mondiales, comme Nations Unies ou Conseil de l'Europe, vous voyez les conservateurs musulmans, islamistes et chrétiens ou je ne sais pas, de l'Est, de l'Ouest, de Nord, de Sud, qui sont en guerre, mais qui sont ensemble contre les gays, contre les lesbiennes, contre les femmes. Alors, cela montre encore une fois l'imbrication des rapports de pouvoir
des rapports de domination. Et comme les théories féministes l'ont fait souvent remarquer, toutes les institutions politiques et économiques se caractérisent, et sociales, par la distinction entre hommes et femmes et leur rôle social, sexuel, économique, etc. Alors, en dépit de certaines divergences dues au concept historique, etc., l'idéologie patriarcale est partout un élément inséparable des multiples dominations sociales. Et les instituts politiques et économiques s'appuient sur les institutions sociales. C'est vraiment, par exemple, la famille. Et c'est pour cela que le néofascisme en France s'est remontré, disons, contre le droit de mariage pour tous, des gays et des lesbiennes, des homosexuels, et puis contre les théories de genre. C'est pour cela qu'il s'était... Et je pense que nous ne pouvons pas analyser le genre en le séparant des rapports sociaux de sexe articulés aux divers rapports de domination. Sans une perspective féministe, c'est très difficile d'analyser les mécanismes du nationalisme, du capitalisme, du racisme et de l'hétérosexisme. Ces rapports sociaux, avec les différentes institutions et mécanismes, nourrissent des manquages de genre et en même temps, ils les produisent. À la fin, la division entre les sexes paraît être, oui, dans l'ordre des choses, normales, comme on dit parfois, inévitable, naturel, oui, etc. Alors, le féminisme, je veux souligner surtout ce soir, pour l'introduction, ce qu'a montré le féminisme aussi, a démontré plusieurs fois que si l'on considère le sexisme en l'isolant des autres alliances de domination, des autres rapports de domination, aucun résultat satisfaisant ne peut être obtenu dans les luttes contre le patriarcat. Et cela veut dire que le féminisme dépasse largement depuis, je ne sais pas, 50 ans. Je ne parle pas de première vague qui était plutôt égalitaire, mais depuis 50 ans, il a dépassé largement la défense des droits de femmes, parce qu'il dénonce tous les systèmes de domination sur lesquels repose le sexisme. C'est alors qu'il devient une politique de liberté en dépassant les frontières d'une position qui vise seulement à l'égalité entre les sexes et en luttant contre non seulement l'ordre masculin, mais tout l'ordre social. Les luttes menées sans aucune empreinte à l'analyse féministe se heurtent toujours au patriarcat, qui se renouvelle, qui se change selon les contextes. Et cela crée des freins pour les convergences des différents mouvements contestataires aussi. Parce que vraiment contre cette montée du fascisme, on a besoin d'un rapprochement des différents mouvements contestataires, des différentes recherches des libertés, mais on voit beaucoup de freins entre nous. Surtout en France, moi j'ai vu beaucoup. Et je peux faire une petite parenthèse, par exemple, alors pour dire que les mouvements contestataires aussi, toutes les organisations reproduisent les rapports de domination en leur sein. Parce que quand vous voyez, vous regardez, vous observez en général, vous voyez les militants fortement diplômés, appartenant aux classes plus aisées et à l'identité dominante française, sont plus actifs, sont plus dans les administrations, etc. Et le recrutement social influence directement les positions des militants. Et ça, c'est une frein très très important, je trouve. Et les personnes issues de multiples migrations, colonisations, qui ne sont pas les gens qui ne sont pas des classes moyennes, des classes aisées, ou bien qui sont avec des handicaps physiques, moi je dis différemment capables. Alors, ils critiquent l'absence de leur voix. Mais en France, ce que je peux vous dire,
on ne discute pas, il n'y a pas une interaction entre différents espaces, et il y a une manque de communication. Par exemple, moi, même si je suis en France, je continue à être co-éditeur d'un journal féministe, mais c'est une journal théorie, une revue théorie féministe en Turquie. Nous vendons, il y a d'autres aussi, nous vendons 3000. Il n'y a pas en France une revue féministe qui vend 300. Il y a une différence, je crois. Alors aussi, la distance entre le mouvement LGBT et le mouvement féministe aussi, c'est très très important. Alors si on veut vraiment lutter contre... alors parce qu'il y a une pieuvre, il y a une pieuvre qui attaque toute la vie, toutes les libertés, mais on voit beaucoup de divergences et beaucoup de conflits. Alors, par exemple, hier, j'ai entendu que la coordination lesbienne a quitté l'organisation anti-LGBT nationale parce que eux, ils revendiquent OGM. OGM. Les OGM. Non, pour autrui. Ouais. Alors c'est pour les femmes. Excusez-moi, j'oublie un point. Gestation pour autrui. Oui, je sais en turc, mais j'oublie en français. Oui. Mais pour les femmes, c'est quelque chose de très important, mais il y a des divergences très importantes. Et par exemple, les stations. Je dois faire, parce que je suis membre de CA de la Lune, et la station à cette création, il y avait, je crois, une utopie un peu différente que maintenant, ce que j'ai compris. Et après, on voit les reproductions des mêmes discriminations aussi, même partout. Et aucune femme qui était dans la création de la station ne sont pas là. Et la Lune, par exemple, la seule organisation lesbienne à Strasbourg, organisation, association lesbienne, ne fait plus partie de la station. Parce qu'elles disent que ce n'est pas pour cela qu'on est battu. Alors, cette expérience montre que être discriminé ne veut pas dire que tu ne feras jamais discrimination aussi. Mais je suis là, je suis contente d'être là, parce que rien n'est perdu. Et il faut continuer ensemble, sans être aveugle, avec les critiques, avec être en soyant ouverte. Sinon, vraiment, on ne peut pas avancer, je crois. Et je pense que les initiateurs des mobilisations néofascistes sont assez conscientes. Ils ne sont pas seulement, déjà, surtout les initiateurs, ils sont conscients que les valeurs hétérosexistes et l'idéologie raciste jouent des rôles fondamentaux dans le maintien d'un système d'exploitation. Et ils sont conscients que les institutions patriarcales comme la famille, la continuité des rôles sexuels sont incontournables pour la pérennisation du système dominant. Et c'est très important, la soumission économique et politique passe par le respect des institutions comme la famille et la nation. C'est le féminisme qui nous a appris ça. Alors, je crois qu'on est en face d'une attaque sérieuse, consciente, contre laquelle il ne faut pas rester dans une position défensive autour des objectifs rétrécis. Pour abattre cette pieuvre, la quête de liberté nécessite une approche cohérente et globale, sinon on va continuer à dire qu'on recommence toujours à zéro. Et par exemple, le terme de tolérance aussi pour moi, c'est un terme défensif. On attend une tolérance. Et je pense que c'est pas le danger n'est pas seulement la montée du fascisme, mais aussi il y a un basculement. On basculement vers la droite. C'est pas seulement le PS, c'est pas seulement le Parti Socialiste. Je vois autour de moi, en général, une perte de l'utopie. Vraiment, il y a une perte de l'utopie qui est très très importante pour moi. On lutte pour les droits, pour l'égalité, mais sans mettre en question les institutions
qui reproduisent le système, par exemple, la famille, mariage, etc. Moi, j'ai marché pour le mariage pour tous. Ça, c'est une autre chose. J'ai marché, j'ai manifesté. Mais, en même temps, en luttant contre le mariage. Parce que, il ne faut pas oublier, parce que si on bascule vers la droite, cela va nourrir vraiment l'extrême droite. Et l'institution de mariage, je fais une petite parenthèse, il faut discuter des journées, des soirées, des nuits. Mais vraiment, il consiste à limiter les possibles, à établir un contrôle social sur nos identités, sur nos désirs et sur nos sentiments, et à organiser la transmission d'un capital génétique ou financier. Alors, je ne sais pas, le mariage, c'est un peu comme le capitalisme, je crois. On sait qu'on passera sûrement un jour, mais on passera à une autre chose un jour, mais à défaut des propositions progressistes, on persiste. Et je vois vraiment, il y a une perte de l'utopie de 68, vraiment des vies ordinaires, même dans les militants contestataires autour de moi, des vies ordinaires, des vies normales, très normales même. Et on ne discute pas, 68, oui, après on a échoué, on n'a pas continué, mais des collectivités hors de famille, etc. Je crois que c'est une des raisons des recommencements perpétuels, je pense. Et je dis qu'on peut réinventer des nouvelles utopies. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas aller plus arrière. Et parce que moi je répète toujours ce qu'il dit Gramsci, et je l'adore, et il parle de pessimisme de la raison et optimisme de la volonté. Et parce que Hans Bloch, et j'ai trouvé dans mes notes, il dit que c'est précisément dans un monde aussi terrible que nous devons apprendre l'espoir. Alors, moi je crois qu'on peut créer un monde que nous pouvons nous inviter, que nous écouter, un monde dans lequel on peut nous regarder, nous voir et nous échanger et nous aimer. Voilà. Merci beaucoup.